Madame Chiffolo, 25 minutes d'intervention. Sachez que vous avez souhaité, vous aussi, un échange avec la salle, de façon à pouvoir entamer ces premiers échanges. Alors, quels enseignements peut-on tirer de cette expérience inédite? Manger au temps du coronavirus. En sait-on plus sur la notion de résilience alimentaire? Peut-on parler d'alimentation durable? Où en est-on sur la transition alimentaire? C'est à vous. Bien, merci. Merci aux organisateurs pour cette journée, ces échanges, puisque ça fait, enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi ça fait longtemps que je suis pas sortie de Montpellier, beaucoup de réunions en visio, à travers le monde aussi, puisqu'on a essayé justement de suivre l'impact de la crise non seulement en France, mais dans 8 autres pays du monde, avec une constante sur laquelle on va revenir, l'intérêt fort pour l'alimentation locale, avec beaucoup d'imaginaire associé, donc c'est pas sans conséquence sur la suite. Ce sera un peu un fil directeur et donc aussi de mon intervention. Mais cette enquête Manger au temps du coronavirus, donc on a hébergé dans le cadre du RMT. Donc RMT, c'est Réseau Mixte Technologique, c'est un réseau d'experts issus de la recherche, de la formation et du développement qui s'intéresse à l'alimentation locale, donc plus largement aux chaînes alimentaires de proximité dans les territoires, avec dans une perspective d'alimentation durable. Donc c'est un réseau qui associe à peu près 80 organismes et beaucoup de lycées agricoles. Et je suis très contente justement d'être dans un lycée aujourd'hui, puisqu'on essaie vraiment de faire un lien fort avec la formation aussi dans le renouvellement des générations d'agriculteurs. Et donc ce réseau participe à l'enquête et nous a permis justement aussi de diffuser au fur et à mesure de cette enquête un certain nombre de faits déjà. Alors, l'idée, c'est aussi de voir justement comment c'est cette enquête nationale, et puis on pourra justement au moment du débat aussi faire quelques éléments de partage aussi sur ce qui se passe à l'étranger. Comment ça nous amène un certain nombre d'éléments de réflexion, mais aussi d'action. Donc ce RMT, l'idée, c'est qu'il y a une expertise collective, mais aussi beaucoup de recommandations pour l'action. Il s'agit d'être dans l'action et d'appuyer l'action aussi, en plus de différents, autant d'élus, de producteurs, de consommateurs, d'associations, puisque ça implique, on l'a dit tout à l'heure, l'alimentation est fédératrice, mais elle implique justement, elle concerne tous les acteurs des territoires. Et donc, ce que ça nous amène à penser et quelques éléments d'action par rapport à la résilience alimentaire. Sachant que la résilience alimentaire, en fait, c'est un sujet nouveau, y compris pour les chercheurs, et c'est un sujet nouveau en France, en particulier, puisque c'est un thème qui a d'abord concerné les grandes villes d'Amérique du Nord. C'est avec des villes comme New York, comme Toronto, qui donc ont fait des diagnostics justement de leur résilience au début des années 2000, et en essayant justement de diagnostiquer leur fragilité et puis de voir un peu comment on pouvait justement dépasser ces fragilités et reconstruire et construire un approvisionnement sûr, mais aussi plus simple, plus durable, donc avec ces enjeux de transition derrière. Alors, il y a une définition partagée aujourd'hui, donc qu'on entend, la résilience, ça se définit comme la capacité dans le temps du système alimentaire et de ses entités à fournir de manière suffisante, adaptée et accessible de la nourriture à tous, en dépit de perturbations diverses et même imprévisibles. Donc c'est une définition qu'on partage aujourd'hui. Vous voyez, derrière ça, c'est un enjeu de sécurité alimentaire dans un cadre de perturbation, mais avec quand même des indicateurs. Ça veut dire quoi, une alimentation adaptée? Donc il y a beaucoup de débats autour de ça. Il s'agit justement, ça amène des notions de qualité, mais aussi de qualité dans le temps. Et donc là, c'est important de justement aller loin aussi dans le diagnostic, aller plus loin finalement. Ce n'est pas simplement une quantité de nourriture, mais bien une qualité. Et accessible à tous, qui est un vrai enjeu, qui est le vrai défi aujourd'hui, et la crise l'a encore montré davantage. En tout cas, il y a un certain nombre d'indicateurs, mais aussi des facteurs qui restent encore peu étudiés et sur lesquels l'étude nous a donné aussi quelques éléments importants. Alors, cette enquête, c'est une enquête en ligne qu'on a lancée dès le 15 mars, donc juste avant le confinement. Donc c'est une enquête qui a été lancée par un collectif associant des chercheurs, des acteurs du développement agricole et rural, des acteurs associatifs, qui s'intéressaient justement à la question de la résilience. Nous, alors on y travaillait, notamment, c'était une équipe surtout à Montpellier, puis une équipe en Bretagne. Nous, on travaillait notamment déjà justement à INRAE sur ces questions de résilience, en particulier résilience de l'approvisionnement des villes, en lien avec des perturbations, mais
On était loin d'imaginer une pandémie de cette ampleur, mais déjà on avait vu que la crise des Gilets jaunes, quand même, ça avait perturbé quand même le fonctionnement du système alimentaire, donc on était déjà un peu sur ces évolutions. Et puis en Bretagne, ils réfléchissaient aussi pas mal à ces questions de résilience. Alors l'enquête, elle s'est basée sur des questions ouvertes. On a lancé donc une enquête en ligne, alors avec les limites de l'enquête en ligne, mais vous verrez, on a essayé justement après de compléter ça, sur l'impact de la crise sur les systèmes alimentaires, autant sur les producteurs, sur les consommateurs, sur les territoires, les distributeurs. Donc il n'y avait pas de... on ne ciblait pas les circuits courts en particulier. On a voulu justement capter l'ensemble des impacts, y compris sur les circuits longs. On a eu 773 retours jusqu'au 10 juin. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que dans ces retours, les gens racontaient non seulement ce qu'ils vivaient dans leur foyer, dans leur cuisine, dans leur maison, mais aussi ce qu'ils observaient. Donc on a eu un peu des reporters de terrain avec des gens qui ont vraiment très bien documenté ce qu'ils pouvaient observer dans les supermarchés, dans les AMAP, au marché, dans la rue, chez leurs voisins. Donc un certain nombre justement d'observations qui étaient faites, si bien qu'on a couvert plus de 3000 situations différentes sur toute la France. Avec, vous voyez, donc vous cernez la France, hein, c'est un peu clair, mais donc avec une surreprésentation de Rennes, puisqu'il y avait une équipe qui était basée en Bretagne, qui a pas mal diffusé et fait... mais on a quand même, on a pu couvrir justement autant des situations dans les villes que dans le rural, avec quand même une bonne représentativité. Et puis on a croisé les données, parce qu'évidemment, donc c'était une enquête sur la base volontaire, hein, on a croisé les données avec une revue de presse et des médias, il y a eu beaucoup d'entretiens avec... des journalistes de terrain aussi, avec évidemment les entretiens avec des membres du RMT. On a lancé une deuxième enquête en parallèle, plutôt tournée autour des professionnels, donc les accompagnateurs de circuits courts, on a récupéré un autre matériau plus spécifique sur l'impact de la crise sur les exploitations agricoles. Et puis on a des entretiens également avec des collectivités, puisqu'on a même, alors c'est Gilles Maréchal hein, qui fait partie de l'équipe, a animé des discussions avec différentes collectivités, des discussions en ligne, des forums pour essayer justement de regarder ce qui pouvait se passer, ce qui était en train de se faire à l'échelle de différentes collectivités. Alors les principaux résultats, c'est d'abord l'importance prise par l'alimentation, dans toutes ses dimensions, qu'elle soit sanitaire, économique, hédonique ou conviviale. Donc beaucoup de gens, y compris des gens dont ce n'était pas la préoccupation première, hein, donc, ont pris conscience de l'importance de cette alimentation, avec une évolution quand même au cours de la période, puisqu'au début, il y a eu un certain nombre de craintes, la recherche de nouveaux repères, on était tous déstabilisés. Ensuite, une adaptation, donc il y a eu quand même cette capacité d'adaptation des Français a été assez importante, hein, donc s'adapter dans un contexte perturbé. Des nouvelles pratiques, notamment, alors faire son pain a été beaucoup médiatisé, mais ça correspondait aussi à l'idée de refaire soi-même, de se remettre à cuisiner, qui est aussi une tendance importante. Et puis une stabilisation et une projection sur l'après, avec pas mal d'interrogations aussi sur, finalement, le confinement a permis aussi de réfléchir, de faire des choses nouvelles, et avec des gens qui se sont beaucoup posé des questions sur est-ce qu'on va pouvoir continuer, notamment parce qu'on va le voir avec un certain nombre de solutions qui ont été proposées. La crise a été, certes, très déstabilisatrice et a renforcé beaucoup d'inégalités, ça c'est un point clé, mais aussi a ouvert des opportunités, à apporter des solutions dans les territoires. Avec deux grandes dynamiques de consommation, on a vu, alors en particulier, première semaine de confinement, on achète beaucoup au supermarché pour essayer justement de limiter les contacts et puis avec une peur de la pénurie, donc, qui finalement n'a pas tant duré que ça. En tout cas, la peur, le sentiment de peur de la pénurie, même si il y a eu une pénurie sur certains produits, hein, notamment sur les pâtes, sur le pain de mie, enfin, sur certains produits un peu de conservation. Mais en tout cas, il y a eu, en effet, hein, dans la première partie, mais vous l'avez tous observé, on y reviendra, mais donc ce rush un peu sur les grandes surfaces, mais presque en même temps. Hein, et donc, il y a eu, et avant même au début du confinement, avant que les marchés de plein vent ne ferment dans la plupart des territoires, il y avait aussi une demande très forte vis-à-vis des produits locaux et des circuits de proximité. Donc ça, c'est la deuxième tendance, pour trois raisons. À la fois pour se rassurer, pour certains c'était plus sûr d'acheter en circuit court et si possible directement auprès des producteurs que d'acheter en supermarché parce que le produit avait été moins manipulé, avait moins voyagé. Donc il y avait plus ça rassurait.
Pour des questions de santé également, avec l'idée que dans ces circuits, on trouverait des produits plus frais, plus diversifiés, plus de qualité. Aussi parce qu'on avait plus de temps pour les cuisiner. Hein, donc quand on cuisine davantage, on peut faire attention. En tout cas, on a un rapport à la qualité des produits qui peut être différent. Et puis aussi, ce qui est apparu très vite, alors surtout après la fermeture des marchés, c'est un soutien aux producteurs. Et aux producteurs locaux en particulier. Donc une forme de solidarité. Et ça, c'est aussi un point très fort de la crise, c'est que, en tout cas, les Français sont capables de solidarité, et ça, c'est vraiment un point important qui est avec un mouvement assez général de solidarité. Et puis, autour de ces deux grands pôles de consommation, il y a eu aussi, donc ça s'est accompagné d'un achat près de chez soi, aussi pour se rassurer, ce qui a permis à pas mal de gens de découvrir ou de redécouvrir les commerces de proximité. Alors, en bien ou en mal, parce qu'en tout cas, on a découvert son environnement alimentaire qu'on ne connaissait pas, avec des gens qui vont pour la première fois passer la porte d'une boucherie, d'une épicerie, et découvert ce qu'ils y trouvaient. Et donc, là aussi, il y a une opportunité pour retisser aussi des liens entre les consommateurs et ce commerce de proximité, dans une perspective aussi de redynamisation des centres-villes, dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. Et puis, l'autoproduction, la cueillette, dès que possible, avec un certain engouement, attrait vis-à-vis, évidemment, dès qu'on pouvait. Alors, ces mouvements, en fait, ce qui est intéressant, donc, on a pu les constater, non seulement de la part d'une frange donc, qui était déjà initiée, déjà sensibilisée à l'alimentation locale au circuit court, mais aussi de beaucoup de nouveaux venus, des gens qui justement n'étaient pas dans ces formes de consommation. Alors ce qui a pu attirer justement ces nouvelles personnes vers ces nouvelles formes de consommation, c'est lié à la capacité des acteurs des circuits de proximité à s'adapter, à innover. Beaucoup de choses en lien avec une forte demande, donc poussée parfois vraiment avec des motivations individualistes, entre guillemets, enfin, donc peur, santé, préoccupations personnelles ou des préoccupations plus collectives, plus liées au soutien. Mais en tout cas, tout ça s'est mêlé, tout ça a motivé une forte demande qui fait que, par exemple, pour des maraîchers, les maraîchers, alors surtout en fait pour les producteurs qui étaient situés pas trop loin des villes et sur les produits frais, fruits, légumes, viande, produits laitiers, donc ça a été plus compliqué. Donc on va voir, il y a eu des inégalités, ça a été plus compliqué pour les producteurs qui, même en circuit court, mais qui étaient sur des produits festifs, type le foie gras, le cidre, enfin des produits qu'on consomme plus rarement. Mais en tout cas, pour ceux qui étaient sur les produits frais basiques de consommation courante, forte demande, ça a été juste 2x2 à x10, avec donc une attente très forte vis-à-vis de ces produits. Un certain nombre de nouveaux dispositifs qui ont été créés pour faciliter l'accès à ces produits, donc autant multiplication des drives, organisation de livraison dans des points retrait, livraison à domicile, en particulier après la fermeture des marchés, donc beaucoup de réorganisations, qui ont été facilitées par des relations antérieures, des relations que pouvaient avoir des consommateurs avec des producteurs. Davantage, et on va le revoir, donc c'est pas tant les territoires où il y avait des PAT qui sont mieux sortis que les autres, au sens où ça ne suffit pas. C'est-à-dire que derrière, c'est aussi surtout les territoires où il y avait un certain nombre de relations tissées, de relations de coopération entre les acteurs locaux. On va y revenir parce que c'est un point important, y compris notamment pour le thème de cette journée. Et puis, facilité par le numérique. Et là aussi, à la fois, il y avait des producteurs qui n'avaient pas accès au numérique, mais qui ont été appuyés par des consommateurs qui les ont aidés à monter des sites Internet du jour au lendemain, à organiser. Et puis le numérique aussi tout simple. Ça s'est fait aussi avec des SMS, ça s'est fait avec toutes les nouvelles technologies, avec les WhatsApp, avec des groupes Facebook. Donc tout ça a beaucoup joué dans la reconnexion, dans la connexion à partir d'un consommateur qui connaissait un producteur et de consommateurs qui ont entraîné leurs voisins. Et on a constaté en France une multiplication de groupements d'achats informels entre voisins qui se sont regroupés pour acheter et s'approvisionner, faire venir un producteur, donc regrouper la demande et faire venir des producteurs à un point retrait ou dans le quartier, au bout de la rue, pour s'approvisionner en produits frais. Et ça a entraîné des consommateurs qui n'étaient pas du tout dans ces modes de consommation, entre voisins justement avec ces formes d'achat groupés. L'appui des collectivités a été important, mais souvent jugé comme trop tardif ou inadapté au sens où, par exemple, la fermeture des marchés a été énormément critiquée
ou leur réouverture partielle. Parce que finalement, souvent, leur réouverture partielle privilégiait. Alors, au départ, on pouvait penser que c'était justement très adapté, puisque ça pouvait privilégier les producteurs locaux. Mais ce qui est important, c'est que les marchés, ce qui est important dans les marchés, c'est aussi les revendeurs, c'est aussi les commerçants qui proposent des produits peut-être avec un rapport qualité-prix différent, un peu moins cher, et qui sont aussi qui permettent l'accès à des produits frais pour des populations plus précaires, plus défavorisées, et donc fermer les marchés ou les réouvrir seulement et les limiter à quelques producteurs qui avaient des produits un peu plus chers comme néanmoins. Donc ça exclut toute une population qui accède aux produits frais via les marchés de plein vent. Et ça, en fait, cette non-prise de conscience ou cette non-reconnaissance des marchés de plein vent comme ayant un rôle important dans l'accès des produits frais à certaines populations, aussi c'est un point clé, finalement, des résultats de l'enquête. Ou alors, ça a été l'appui des collectivités pouvait apparaître non coordonné quand il y a eu de la multiplication des cartes pour référencer les producteurs locaux qui leur demandaient beaucoup de temps. Et finalement, les producteurs ont demandé à sortir de certaines cartes puisque ça demandait beaucoup de temps pour s'y enregistrer, pour déclarer les produits qu'on avait ou qu'on n'avait plus. Donc, ils avaient déjà beaucoup de travail. Et donc, finalement, mais c'est un point sur lequel on reviendra parce que dans la reterritorialisation de l'alimentation, il y a beaucoup d'élus, beaucoup de territoires, beaucoup d'échelles en fait, d'actions qui ont envie de faire des choses, mais on a encore un manque de coordination qui fait qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on pouvait s'être fixés au départ. En tout cas, ce mouvement a entraîné des nouveaux consommateurs, des nouveaux producteurs, et puis fait émerger aussi tout un tas de nouveaux intermédiaires qui se sont impliqués dans la reconnexion, dans la logistique. Alors avec du pire et du meilleur. Alors c'est déjà un sujet de préoccupation pour le RMT, ces intermédiaires, notamment les intermédiaires numériques, qui peuvent prendre des marges importantes, trop importantes, et ça ne rémunère pas mieux les producteurs, et c'est très cher pour les consommateurs. Donc là, en tout cas, on a un foisonnement, on a un tri à faire, et donc là, le RMT a entamé une nouvelle enquête sur les intermédiaires numériques des circuits de proximité pour essayer d'y voir plus clair, autant aux producteurs qu'aux consommateurs. Les principaux résultats, c'est ce renforcement des inégalités, avec une mise en évidence des fragilités, alors les consommateurs en situation de précarité évidemment, mais aussi les travailleurs pauvres qui étaient juste au-dessus des minima sociaux et pour lesquels finalement, qui n'accèdent pas facilement à l'aide alimentaire. En tout cas, ce n'est pas le public qui va au départ dans l'aide alimentaire et donc il s'est retrouvé aussi démuni, sans forcément de piste, même si des collectivités ont pu compenser. Et donc là, il y a eu un rôle important de la part des collectivités à ce niveau-là. Des personnes vulnérables, dont celles qui s'approvisionnent au marché, j'en ai parlé. Des producteurs en circuit long dépendants d'une main-d'œuvre étrangère qui donc n'est plus arrivée, dépendants de marchés export qui ont été perturbés. Donc là, donc dans notre enquête, donc elle n'est pas que sur les circuits courts, on a aussi tout un diagnostic important sur ces producteurs. Et puis aussi des producteurs en circuit court très spécialisés, notamment ceux qui étaient spécialisés sur la restauration collective, même si finalement ils sont assez peu nombreux, ceux qui se sont spécialisés sur cette restauration collective, mais ça montre aussi le danger de se spécialiser, y compris quand on est dans les circuits courts. C'est bien l'idée de garder des différents débouchés pour justement augmenter sa résilience en tant qu'exploitation agricole. Ou des producteurs qui pouvaient être isolés géographiquement, pour lesquels il était plus difficile de joindre des consommateurs pourtant très en attente dans les villes. Et puis des territoires avec une faible offre locale, donc ont été fragilisés. Parce que même si finalement il ne s'agissait pas de tout nourrir avec l'offre locale, mais pour autant, on va retrouver un point, l'offre locale rassure et est importante aussi dans la cohésion des territoires. Et puis des actions de solidarité multiples, j'en ai parlé, des collectivités, les associations en relais, donc beaucoup d'associations en relais pour aussi aider les travailleurs pauvres, donc nouveaux publics en fragilité. Les solidarités entre voisins avec les producteurs locaux, et puis des supermarchés quand même peu impliqués. Donc on a même beaucoup de témoignages, et notamment la deuxième enquête sur les producteurs nous ramène beaucoup de témoignages de supermarchés qui n'ont pas acheté, contrairement, en tout cas malgré l'appel du ministre à soutenir les producteurs locaux, ou alors ont voulu acheter à des prix très bas, notamment acheter l'agneau local au même prix que l'agneau de Nouvelle-Zélande au moment de Pâques, ou alors finalement acheter, mais sans forcément prendre des engagements. Donc en tout cas, ça n'a pas été simple à ce niveau-là.
Alors, je conclus pour les enseignements sur la résilience alimentaire, sachant que je donne quelques pistes maintenant. Il y aura un débat, une journée, et puis c'est plutôt en fin d'après-midi que je vous proposerai justement un certain nombre de recommandations très concrètes qu'on a pu faire, y compris au Sénat, aux députés, enfin ou à des régions, donc, ou à des métropoles, en essayant justement d'aller un peu plus loin dans la recommandation aujourd'hui. Pour autant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'agilité de la chaîne logistique longue, hein, donc ça s'est plutôt bien passé au niveau du circuit long et du système alimentaire classique et dominant, mais l'offre locale, l'offre en circuit court a permis de rassurer. Et on voit justement que la résilience, c'est bien cette complémentarité, sans doute à repenser, parce que pour l'instant, on est quand même sur un rapport de force très déséquilibré en faveur du circuit long. Et donc, en tout cas, les territoires où il y a plus de coexistence donc, ont mieux vécu, finalement, cette crise à la fois dans sa capacité à rassurer des Français en quête de repères et avec des nouvelles attentes. Et puis, cette crise, elle montre qu'il y a beaucoup de créativité. Une créativité pour tous, que ce soit consommateurs, commerce, collectivité, une créativité qu'il faut maintenant savoir entretenir, qu'il faut savoir aussi préserver, dynamiser, d'où l'intérêt de dispositifs aussi nouveaux comme les tiers-lieux, comme plein de dispositifs qui peuvent être pensés par vos territoires, dans vos territoires pour justement... cette créativité, elle était là, elle a permis d'accélérer des innovations qui étaient presque prêtes, comme les drives, comme les cartes, mais elle a aussi justement eu des effets, il y a aussi eu des choses plus inattendues, comme l'entraide entre producteurs en circuit court ou en circuit long, des groupements d'achat, les AMAP qui ont élargi leur périmètre, hein, on les disait justement très club entre soi, mais en fait les AMAP ont été chercher des producteurs en circuit long, des consommateurs en difficulté pour les entraîner dans une distribution locale. On a eu beaucoup de groupements d'achat informels entre voisins. Voilà, donc c'est toutes ces choses, ou des appels d'intermarché, donc plus petite surface, ou d'artisans sur Facebook pour trouver et pour soutenir les producteurs locaux. Donc là, beaucoup de choses nouvelles. Et puis de la coopération entre des organismes agricoles qui ne se parlent pas forcément, et là aussi, donc en montrant que justement, là aussi, ils peuvent avoir des compétences complémentaires. Ça a aussi permis de reconsidérer le poids relatif des différents circuits. On voit qu'il y a beaucoup de... Et ça, c'est l'enquête que j'avais menée en 2018-2019 au niveau national sur la reterritorialisation. Il est important, en effet, d'aller vers la restauration collective et l'approvisionnement local de la restauration collective, mais n'oublions pas les autres circuits. N'oublions pas, justement, de penser que les producteurs vivent de cette complémentarité et les consommateurs consomment dans ces différents circuits. Donc, il s'agit bien de penser cette complémentarité. Et on a vu, finalement, l'arrêt brutal de la restauration collective a beaucoup moins perturbé les producteurs que l'arrêt des marchés et l'arrêt aussi de la restauration commerciale privée. Donc, en termes de volume, c'est important pour eux. Il s'agit de ne pas oublier ces circuits. Et puis, des solidarités de proximité, certes, mais on manque d'un filet de sécurité. On pourra reparler de cette piste de la sécurité sociale alimentaire, mais qui est quand même, qui fait que même malgré les solidarités, il y a quand même besoin d'un filet de sécurité pour les plus fragiles. Et donc, on peut aussi imaginer, au niveau de l'État, région, mais aussi au niveau local, un certain nombre, comment organiser ce filet de sécurité pour une plus grande résilience. Et puis enfin, le rôle des élus locaux, il a été fondamental, notamment au niveau des communes. Les maires ont été très sollicités, ont beaucoup fait de choses. Et puis des réseaux de coopération et d'action locale, plutôt que des PAT très institutionnels, finalement, qui n'étaient pas encore dans l'action. C'est plutôt les territoires, alors avec PAT ou pas, mais qui étaient déjà dans la reconnaissance de ceux qui agissent et dans la valorisation de ceux qui agissent avec des réseaux de coopération qui s'en sont mieux sortis et qui ont pu réagir plus vite et de façon plus adaptée dans cette crise. Donc ça amène à quelques notions autour de la résilience alimentaire, quelques facteurs. C'est la coexistence, c'est l'agilité, la créativité, la reconnaissance, la valorisation donc, des acteurs qui agissent déjà, la proximité, les réseaux, et puis un filet de sécurité. C'est aussi ce qu'on voit, et on y reviendra, je vais m'arrêter là, c'est aussi ce qu'on voit, que les territoires où ça s'est mieux passé, c'est ceux qui connaissaient, qui maîtrisaient mieux à la fois l'offre locale. Donc ça revient un peu cette idée de diagnostic, mais attention parce que le diagnostic n'est pas toujours finalement, ça mérite de rentrer dans le détail, mais on pourra échanger là-dessus aujourd'hui. Quel est le diagnostic utile à la résilience? Ça, c'est une vraie question parce que j'ai beaucoup de consultants qui me consultent pour savoir justement ce qui est important aujourd'hui à regarder. Et je pense qu'il faut notamment regarder un peu plus précisément les flux alimentaires
dans les territoires, puisqu'on ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas. Et finalement, comment être résilient si on n'a pas d'informations, si on ne maîtrise pas les flux qui nous nourrissent. Et ce qui amène justement à coupler la résilience avec la question de la souveraineté, c'est-à-dire aussi connaître et décider de qui nous nourrit, y compris décider d'être nourri par d'autres territoires. Ce n'est pas tant ça le problème que de maîtriser aussi nos dépendances, de les connaître et de les maîtriser, et donc de renforcer aussi notre autonomie. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à... Donc si vous voulez en savoir plus pour l'enquête, donc tout est sur le site du RMT avec des bulletins de partage qui ont été publiés tous les 15 jours, avec beaucoup de témoignages, avec beaucoup plus de détails. Et puis la deuxième et troisième enquête qui arrive, donc je vous en ai parlé, celle qui est plus liée aux producteurs agricoles, et puis la corollaire, donc tous les intermédiaires numériques, donc avec un certain nombre d'outils. Je vous invite également à regarder, parce que finalement tout ça nous amène à confirmer un certain nombre de conclusions qu'on avait vues dans l'enquête reterritorialisation, donc, où il y a eu un gros colloque fin 2019, un hors-série avec beaucoup d'initiatives dans les territoires et puis un certain nombre de conclusions aussi. Alors tout ça, c'est sur le site du RMT, il y a des petites vidéos très courtes, voilà, vous pouvez vraiment faire votre choix. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin techniquement sur la question de la résilience, on vient de publier un article sur la résilience du système alimentaire de Montpellier, pour aller un peu plus loin sur les différentes approches de la résilience. Vous avez dû entendre parler de bassin alimentaire, d'autonomie. Donc ça, c'est une approche un peu plus technique. Alors, pour l'instant, qui a été publiée en anglais, mais on va publier justement un guide à destination des collectivités en français sur le site du RMT, donc d'ici 15 jours. Voilà, je vous remercie. Merci, Jonas Schifolo. On peut l'applaudir, hein, c'est pas... Merci beaucoup pour cette avant-première de ces résultats très précieux. Donc on a bien compris qu'on on suivait au jour le jour quasiment de ce qui s'est passé en France des villes ou en France des campagnes sur en arrière-fond cette question de résilience. Des premiers enseignements sont apportés. J'imagine que cela suscite des questions. Donc nous avons des micros, non pas à vous faire passer, il ne faut surtout pas les toucher. Mais en tous les cas, on a un petit peu de temps pour prendre des questions, des observations, des remarques, si vous avez vécu tout cela sur vos territoires respectifs, en tant qu'aussi acteur de l'écosystème alimentaire territorial. La parole est à vous, de haut en bas, de droite à gauche. Vous avez deux porte-micros. Voilà. Ce que je vous demanderai, c'est de vous lever, comme ça on voit qui parle, malgré le masque, et de vous présenter. Non, ne touchez pas le micro, voilà. Bonjour. Et gardez une certaine distance entre... J'ai le masque aussi. Comme vous êtes les premiers à passer, je donne l'exemple à tout le monde. Voilà. C'était juste pour le modèle. Bonjour, Sylvie Marino, directrice Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, donc acteur du territoire. Ma question était sur les territoires où vous disiez qu'ils avaient bien réussi parce qu'ayant une bonne connaissance. Est-ce qu'on peut les caractériser? Est-ce que c'était plutôt des territoires ruraux, des territoires métropolitains, intermédiaires, ou il n'y a pas de caractérisation? Merci. On en prend une deuxième, troisième, ou vous voulez réagir au fur et à mesure? Deux, trois, voilà. Donc Auvergne Gourmande sur les clés de réussite et la qualification des territoires tout à fait en haut à ma droite. Merci de vous lever, la distance, le micro. Voilà, ne touchez pas. Bonjour, Flore Blondeau, je suis chargée de mission à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez dit en introduction que vous aviez aussi étudié d'autres pays. Vous n'avez pas trop parlé ensuite dans l'intervention. Est-ce qu'on reconnaît du coup les mêmes tendances ou est-ce que c'était assez sensiblement différent dans vos résultats? Merci. Merci. Une troisième, monsieur est déjà debout. Patrice Dumas, président de la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, j'avais une remarque un peu par rapport à ce que vous avez dit, donc par rapport au fait que les producteurs avaient été moins touchés par l'arrêt de la restauration hors foyer que par les marchés. Alors, je ne sais pas de quel producteur on parle. Moi, je représente des coopératives agricoles qui, pour certaines d'entre elles, en région, ont la particularité de travailler sur des produits AOP, donc plutôt des produits de montée en gamme, notamment en fromage, voire en viande, etc. Et on a quand même eu un gros problème d'approvisionnement filière longue par la fermeture non seulement de la RHF, mais aussi des rayons traditionnels dans les GMS, rayons à la coupe, etc. Et il me semble quand même que dans les métropoles, il y avait une difficulté pour les consommateurs de s'approvisionner en produits frais. Et je pense que la résilience doit prendre en compte le fait que dans les métropoles, les capacités de stockage en produits frais des ménages sont souvent assez limitées
Et on cherche aujourd'hui des solutions pour pouvoir pallier à ça, en ce qui nous concerne. Merci. 3 questions, peut-être un premier jet. Oui, c'est bon. Pour la première question, donc, justement, il n'y a pas de dominante. Les métropoles ne sont pas forcément sorties mieux ou connaissent mieux leur territoire que des territoires ruraux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... C'est plutôt celles qui, justement, ont investi dans des formes de diagnostic. Hein, donc on rejoint un peu la logique PAT, et tant mieux, parce que c'était quand même un peu cette idée de mieux connaître son territoire et puis de se baser surtout... là où on voit la différence, si on veut aller un tout petit peu plus précisément, c'est les territoires qui ont fait des diagnostics par des consultants externes qui sont venus, qui sont repartis, avec des rapports super bien faits, qu'on coûte un petit peu cher des fois, mais en tout cas très beaux, avec des données, et puis je sais parce que c'est beaucoup de données qui sont quand même au départ de l'INRA, mais tant mieux qu'elles servent, mais en tout cas, et puis des territoires qui ont plutôt... Déjà, il y avait un chargé de mission de la collectivité qui était impliqué, qui a suivi le diagnostic. Il a aussi mobilisé des forces locales. Et là en fait, c'est plus ça que là, on voit la différence. Donc, vous voyez, on rentre un peu précisément dans les diagnostics et dans la façon dont ils sont faits. Et puis, le diagnostic est moins une offre à intenter que de savoir finalement quelles sont nos dépendances, quelles sont les relations avec les territoires extérieurs. Donc, voilà, c'est plus... on peut rentrer finement dans le détail, mais c'est intéressant parce que là, on est à ce moment de bascule où on a un soutien au PAT, donc ça vaut le coup de regarder d'un peu plus près justement la façon dont on peut se renforcer ensuite. Voilà. Après, donc pour les autres pays, alors on a fait, en fait, dans certains pays ont été très peu touchés, parce que dans notre enquête, on a le Japon, la Corée du Sud, le Canada, la Hongrie, l'Argentine, enfin donc on a vraiment des pays très différents. Donc il y a certains pays qui ont été très peu touchés par le virus et qui sont assez protégés finalement, et puis d'autres enfin, très impactés, encore plus qu'on ne l'est. Dans tous les cas, la grande tendance, c'est quand même justement ces deux grandes dynamiques de consommation. Le tout supermarché ou l'intérêt pour les produits locaux, les circuits courts, où ça, c'est beaucoup revenu dans pas mal de pays, avec des partenariats différents. Par exemple, en Angleterre, les supermarchés donc, ont beaucoup plus pris en charge justement l'approvisionnement local. Et donc mais parce que là-bas, le circuit court est de toute façon déjà comme ça. C'est-à-dire que c'est déjà finalement des alliances entre les supermarchés et les producteurs locaux, historiquement. Donc ça a plutôt renforcé finalement des tendances, hein, donc... avec la France, l'Italie, enfin, l'Europe du Sud, ça a été plus, on a plus une diversité de circuits courts et ça a plus encouragé encore plus cette diversité. Donc voilà, ça a plutôt renforcé des tendances, mais en tout cas, on a ces mêmes mouvements. Mais là aussi, et dans d'autres pays, ça a été plus fort. Hein, par exemple, en Argentine, où il y a eu aussi la fermeture des marchés. Et là, on a vu que les marchés intervenaient beaucoup, encore plus qu'en France, même dans l'alimentation quotidienne, en fait, des familles populaires, en fait, hein, des catégories populaires. Et donc, ça a été vraiment beaucoup... ça a fragilisé pas mal de familles qui s'approvisionnent dans des marchés, mais qui sont vraiment beaucoup plus inscrits dans la vie quotidienne des quartiers populaires. Voilà, et donc... alors, pour les producteurs, attention, j'ai parlé, en fait, moi, des producteurs en circuit court. Pas en circuit long. Là, au moment où je disais ceux qui ont été plus fragilisés, c'est les producteurs, parce que les producteurs en circuit court qui fournissent à la restauration collective, finalement, les volumes sont encore faibles, ce qui fait qu'ils ont été plus impactés par la fermeture des marchés ou de la restauration commerciale privée. Hein, donc, voilà, je ne parlais pas des producteurs en général, c'était plutôt sur cette partie-là. Par contre, en effet, sur la partie des producteurs en général, en effet, ça, je souscris complètement à ce que vous dites. La fermeture des rayons traditionnels, enfin, donc tous à la coupe, enfin, il y a eu tout sur les producteurs en circuit long, en effet. Donc mais c'est du coup le débouché final, en effet, hein, mais c'est plutôt les filières longues qui ont été très perturbées, tout à fait. Donc quand j'en parlais, c'était plutôt aujourd'hui, ça a permis de révéler où on en est sur l'approvisionnement local et direct de la restauration collective, qui finalement ne représente pas encore des volumes importants, malgré un certain nombre d'incitations en ce sens, quoi. Ce qui montre que ça reste un dossier compliqué quand même.
Merci. On prend une autre série de questions. Donc une en haut, une en bas, une au milieu, une à gauche, là-haut. Vous suivez? Alors, celle qui a levé, voilà, on est déjà sur celle du haut. Est-ce que, ouais, vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais, ok. Bonjour, Morgane Moreau, agence d'urbanisme de Lyon. Merci pour cette présentation. Moi, je me demandais si parmi les répondants à votre enquête, vous aviez eu des acteurs de la grande distribution qui s'étaient positionnés. Ce que vous disiez sur la façon dont ça fonctionnait en Angleterre m'interpelle aussi. Il me semble que c'est un sujet un peu récurrent, l'implication du rôle des acteurs de la grande distribution dans ce genre de projet. Voilà, merci. Merci. Donc, monsieur Ouilleux, s'il vous plaît. Oui, donc Jean-Claude Journeau, je suis vice-président de la communauté à l'agriculture et à l'alimentation de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais. Donc j'avais une question concernant le bio. Est-ce que c'est des choses que vous n'avez pas du tout citées? Est-ce que ça veut dire que cette question du bio n'est pas apparue comme importante? Voilà, je voulais savoir un petit peu s'il y avait des questions particulières par rapport au bio, des réponses particulières. Merci. Alors, j'avais en plein milieu là. Voilà. Merci. Bonjour, alors moi je suis Bénédicte Pelou-Praillet, donc animatrice du réseau des AMAP d'Auvergne-Rhône-Alpes. J'avais une question par rapport au levier de sécurité dont vous avez un peu parlé tout à l'heure. Vous avez évoqué la sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que vous avez pensé aussi à d'autres potentiels leviers? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Merci beaucoup. Merci. Et tout à fait en haut à gauche là-bas. Et puis monsieur au milieu, tout à fait en haut là. Je vous fais courir, désolé. Ne touchez pas le micro. Ne touchez pas. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Je suis Éric Vivier, coordinateur du groupement régional des épiceries sociales et solidaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ma part, j'avais une question. Donc, il y a 10 millions de pauvres en France. Vous avez évoqué au tout début de votre intervention l'idée que le vrai défi, c'était la question de l'accessibilité pour tous, qui est clairement notre credo. Je voulais savoir, du coup, si votre enquête mettait en avant des questions un peu fines sur ce sujet, à savoir comment s'alimenter quand on n'a pas accès aux circuits, qu'ils soient longs ou courts, traditionnels. Voilà, je vous remercie. Et puis peut-être pour dire que notre groupement a travaillé justement avec des circuits courts parce qu'il y a eu une défaillance de la GMS, notamment du fait du surstockage en début de crise, qui, en cascade, a finalement stoppé les dons dans les épiceries sociales et les autres acteurs de l'aide alimentaire. Voilà, donc il y a une circularité du système qui, à un moment, n'a pas fonctionné. Merci. Merci. Et puis, j'espère qu'on suit. Donc, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Donc, Denis Sauze, vice-président à Nonnet-Rhône-Aglo, en charge de la transition et des circuits courts de l'alimentation. Alors, on a vu ce qui s'était passé, mais qu'est-ce qui va en rester? Est-ce que déjà on peut se projeter, faire un petit peu de la prospective? Que va-t-il rester de ces tendances? Est-ce qu'elles s'inscrivent dans la structure? Est-ce qu'elles sont lourdes? Je pense que ça, enfin, j'imagine que vous avez déjà des éléments à nous apporter là-dessus. Et ça permettra aussi au territoire de se mettre en capacité de se projeter sur ce qui sera demain, quoi, un petit peu. Merci. On a 5 questions. Je reviendrai à vous, s'il vous plaît. J'imagine que ces questions elles reviendront aussi dans les ateliers, hein, parce que c'est des questions... On peut en laisser quelques-unes pour compléter dans les ateliers. Oui, je ne me défile pas pour autant. Au niveau de la grande distribution, c'est un sujet qu'on suit de près, donc, parce que, en effet, hein, l'idée, c'est aussi de sortir les circuits courts de la niche, c'est de permettre plus d'accès pour tous. On sait que l'accès à l'alimentation, pour beaucoup, reste encore via la grande distribution. Donc on regarde de près les partenariats, les relations qui sont créées, équitables ou pas, durables ou pas, parce que équitable au début souvent, durable au sens pérenne rarement. Donc c'est en tout cas, voilà, on ne diabolise pas ces circuits, loin de là. Les producteurs qui y sont en général plutôt contents au début, pas toujours ensuite. Notamment parce qu'après, il y a un certain nombre de contraintes associées et du coup, et puis de déréférencement assez rapide. Donc bon,
c'est pour ça que, en tout cas, on regarde autant avec le même intérêt aussi, parce qu'on parle de la distance entre producteurs et consommateurs, mais j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est aussi retisser le lien avec les artisans, avec les commerces de proximité, avec les restaurants, y compris la restauration privée. Donc voilà, il y a aussi tous... et ces intermédiaires-là, souvent oubliés des PAT. Je suis aussi là pour... Enfin, je m'en fais le porte-parole parce que je travaille beaucoup avec le CGAD, avec la PCMA, avec les chambres des métiers, qui en fait se sentent souvent oubliés alors qu'ils sont là, alors qu'ils représentent aussi... et par exemple, je vous invite à regarder ce qu'on a... on a regardé finalement l'approvisionnement alimentaire de Montpellier. En fait, c'est quand même des acteurs importants dans l'approvisionnement d'une ville, y compris en termes de volume, y compris en termes de... justement de trouver des plans B quand il y a rupture de stock, enfin rupture d'approvisionnement sur les circuits longs. Donc voilà, il y a tout ce tissu aussi à ne pas oublier dans la construction. Mais en effet, la grande distribution, quelques partenariats vertueux. Donc vous avez peut-être entendu, enfin Cantavélote avec Franprix, bel exemple, mais justement, j'ai regardé, enfin on a regardé de près. Dans Franprix, il n'y a pas énormément d'autres partenariats vertueux, par exemple. Donc voilà, mais tant mieux s'il y en a davantage. Donc il s'agit de les documenter et puis aussi de voir un peu à quelles conditions. Alors l'Angleterre est plus habituée à ça parce que, y compris en Europe du Nord, voilà, la façon dont les produits locaux qu'il n'y a pas de tradition de marché de plein vent. Enfin, c'est pas du tout les mêmes traditions finalement. Et donc il y a eu un moment, le tournant des années 80, tournant vers la qualité, c'est aussi les grandes Tesco, enfin tout ça se sont mis à acheter des produits directement à des producteurs et à construire leur stratégie là-dessus. Donc on est vraiment dans des histoires différentes. Mais en tout cas, et là on essaie d'en retirer des bons exemples aussi, tant qu'à faire pour aussi inspirer des partenariats en France. Alors la bio, oui, ça a été important, il y a eu de la consommation, mais moins que le local. C'est-à-dire que c'était plutôt... Et par contre, on a vu des consommateurs de bio qui ont déclaré avoir changé leur pratique, ou en tout cas vouloir avoir changé leur pratique, au sens où ils achetaient du bio indépendamment de l'origine, et ils ont essayé aussi d'acheter bio et local, ou local, enfin essayer de regarder un peu plus l'origine des produits, avec parfois des déceptions, dans la mesure où le local n'était pas toujours à la hauteur de ces consommateurs du bio. Voilà, mais c'est plutôt... Il y a eu et les magasins bio ont très bien marché, hein, mais en tout cas, il y a eu une consommation du bio qui a augmenté pendant le confinement, ça a été confirmé par l'agence bio. Pour autant, c'est plus les produits locaux hein, qui étaient attendus hein, de la part des consommateurs. Tant mieux s'ils sont bio. Ce qu'on avait fait, on a fait une enquête nationale il y a quelques années, on va en renouveler, on va en refaire une là. Pour les gens, le local, c'est 50% des consommateurs associent produit local à un produit bio. Donc c'est le problème, puisque on sait que c'est pas tout à fait ça. Même s'il y a plus de bio dans les circuits courts et dans les produits locaux que dans les circuits longs, mais pour autant on n'est pas à ce rapport-là. Donc c'est pour ça que derrière les produits locaux, il y a beaucoup d'imaginaire. Donc il s'agit aussi de ne pas les décevoir, en tout cas d'être conscient de ça. Et on pense que c'est des produits voilà, qui sont bio ou presque, hein, et qui sont bons pour l'environnement, d'où des possibles déceptions par la suite, surtout quand des plateformes, justement, et avec tous les intermédiaires là, qui se sont créés, qui proposent des produits locaux qui peuvent avoir des qualités différentes, on va dire. Alors, pour l'accessibilité pour tous, alors je vous renvoie aussi aux nombreux travaux qu'a mené ma collègue qui s'appelle Dominique Paturel, que vous connaissez peut-être, qui travaille à INRAE. Donc en effet, elle était une des premières à introduire, à accompagner donc les Restos du Cœur de l'Hérault à introduire des produits locaux, des circuits courts pour modifier l'aide alimentaire. Pour autant, on voit après quelques années que ça reste insatisfaisant. Au sens où ça ne change pas forcément, ça change pas complètement la situation des personnes. Donc par contre, retisser des liens entre les familles et les fermes, il y a un certain nombre d'autres actions qui sont possibles. Et puis aussi, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des systèmes mixtes, c'est-à-dire l'idée de ne pas faire à part et de faire des épiceries sociales à côté, mais de remettre de la solidarité dans les circuits économiques classiques. Et de faire des épiceries qui mélangent du public plus aisé avec du public plus fragile. Donc voilà, il y a un certain nombre d'innovations autour de ça pour éviter de stigmatiser les personnes en créant des dispositifs à côté, mais
voilà, réintroduire de la solidarité partout, dans tous les circuits économiques, pour permettre cet accès à tous, aux circuits classiques, hein, et pas simplement aux circuits pour les pauvres. C'est compliqué, la mixité sociale, et la mixité sociale en termes de statut socio-économique, en termes aussi d'éducation, entre ceux qui sont très branchés alimentation durable, ceux qui ne le sont pas du tout. Elle est difficile, cette mixité-là aussi. Les AMAP ont montré que justement, il y avait une ouverture là pendant le confinement, et donc il y a plein de pistes autour de ça. Aussi en lien sans doute avec de l'éducation populaire qui a un rôle clé à jouer pour qu'on puisse ouvrir justement et remettre de la mixité là où il n'y en a pas encore forcément. Et puis, mais j'arrive pas à me redire sur... Ah oui, donc... Il y avait la question sur le levier de sécurité ou le filet de sécurité, question posée par les AMAP au niveau régional. Oui, ouais, là, c'est aussi... Alors la sécurité sociale, elle prend plein de formes différentes aussi, hein. Derrière ça, il y a plein d'actions possibles, avec des cotisations, et puis avec un fonds garanti, et puis après un certain nombre d'actions locales. Ça, c'est peut-être des sujets, justement, peut-être qu'on pourra en rediscuter. Enfin, en tout cas, là, et je vous dis justement cette idée de retravailler sur la mixité dans les circuits, courts en particulier, hein, mais enfin, les longs, il y a déjà, notamment la grande distribution, elle peut accueillir différents publics, mais dans le court, en tout cas, il y a des innovations pour essayer justement d'ouvrir ça et que ça puisse contribuer donc à cette sécurité minimale. Non, j'avais une dernière question de la communauté de communes, mais je ne sais pas si... J'arrive pas du tout à me relire parce que j'écris... Ah, voilà, pour important, oui, oui, bien sûr. Que va-t-il rester? Ah, c'est Renaglo, hein, c'est ça? Oui, oui, que va-t-il? Ça, c'est une question qu'on me pose très, très souvent, évidemment. Alors, ce qu'on fait, justement, c'est qu'on a renvoyé un message à tous ceux qui nous ont répondu pour savoir si ce qu'ils nous ont raconté, ça dure, déjà. Donc, et notamment... et on va, en fait, on va aussi renvoyer un message dans un an pour savoir, voilà, on va suivre. Et on continue à suivre. D'ailleurs, l'enquête est toujours ouverte et on a toujours des contributions de gens qui nous racontent spontanément, justement, ce qui s'est passé depuis le début du déconfinement. C'est une vraie question, ce qui reste. En tout cas, ce qui reste pour l'instant, ce que l'on voit, c'est... et c'est pour ça qu'on encourage les collectivités à soutenir tous ces groupements d'achats informels qui sont nés pendant la crise, ces solidarités entre voisins. Parce que finalement, derrière ça, c'est non seulement acheter ensemble, mais discuter à son voisin, il n'y a pas de raison qu'on ne discute plus avec lui demain. Et ce qui correspond aussi à une recherche de lien social, aussi de convivialité, de solidarité, d'échange, de partage. Donc là, il y a, voilà, ça dure encore. Ce que les gens regrettent, c'est la fin des livraisons à domicile, aussi parce que la logistique est compliquée. Donc ça doit être relayé par des solutions logistiques de proximité. Et ça, je vous invite aussi, le RMT a fait une étude nationale de toutes les innovations dans la logistique de proximité. Il y a le rapport qui est disponible sur le site du RMT, où là aussi, il y a plein de choses qui se sont inventées et qui sont pour lever ce verrou-là de la logistique, qui fait que... ça devient difficile, cette connexion qui a été possible pendant le confinement, parce qu'il n'y avait pas de circulation, c'était très simple pour les producteurs de venir en ville. Elle est évidemment plus compliquée. Vous êtes à Lyon ou presque, justement, avec les embouteillages et les conditions de circulation difficiles. En tout cas, ce mouvement-là, il dure. Et puis, ce qui dure aussi, c'est... je ne sais pas, moi, j'ai dû avoir à peu près 600 sollicitations de collectivités différentes pour accompagner le développement d'une alimentation locale. Donc ça, je pense qu'on est sur un mouvement très fort. Il faut de gens qui ne sont pas du tout, même de collectivités qui ne savent pas ce que c'est que les PAT. Enfin, donc on est vraiment encore, ça existe encore. En tout cas, de gens qui ne sont pas du tout là-dedans et qui... et là, je pense qu'il y a vraiment un mouvement massif de la part d'élus locaux qui s'intéressent à ça. Alors, ça peut être opportuniste, hein, ça peut être aussi qu'on se rend compte que c'est important, enfin en tout cas qu'il faut répondre à ça. Mais je pense qu'il y a aussi pas mal de volonté... aussi de se rapprocher de ses citoyens et d'offrir cette offre locale. Donc en tout cas, là, il y a un mouvement qui est important et il est important aussi que ceux qui accompagnent ces mouvements-là prennent le pas et puis puissent accompagner ça. Avec notamment, aujourd'hui, il s'agit vraiment de dépasser les circuits courts, on est sur la structuration de filières. Ce qui est l'enjeu, c'est ça, de structurer des filières locales, territoriales, avec un ancrage territorial, mais ça n'empêche pas le produit de sortir du territoire, évidemment, il ne s'agit pas de tout consommer local et de vendre local, mais avec une identité du produit autour. Donc, hors AOP, hors schéma AOP, parce que ceux-là sont spécifiques. Hein. Enfin, ça peut très bien être en AOP ou IGP, hein, mais on est sur des constructions longues. Mais donc, en tout cas, avec beaucoup d'enjeux, ce qui pose des enjeux autour de la transformation des produits.
Donc relocaliser les équipements pour transformer les produits. Donc voilà, ça déroule tout ce nouveau champ d'action et de recherche. Eh ben, vous avez du boulot à Ronaglo. Je vais en prendre une ou deux, parce que ça tourne. Si possible, tout à l'heure, il y avait une demande en plein milieu là. Et puis, circuit court, question courte, si c'est possible. Et puis, réponse courte également, parce qu'on a la table ronde qui nous suit juste derrière, s'il vous plaît. Bonjour, Christelle Harmonie de la communauté de communes d'Ulphy-Bourdeaux en charge de l'agriculture et de la forêt. Donc simplement par rapport au gaspillage alimentaire, donc il y a des producteurs qui ont dû jeter leur production. Est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de quantifier ce qui a été jeté et est-ce qu'il y a des solutions proactives aujourd'hui justement sur la dynamique filière pour éviter de jeter. Et simplement, pour rappel, donc aujourd'hui on en parle pas mal, mais c'est les plans communaux de sauvegarde, donc qui sont issus de la loi de 87, il me semble, et dont on ne parle pas assez en termes sur la thématique résilience alimentaire, mais qui donne un cadre réglementaire justement sur ces questions d'alimentation. Merci. Donc une ou deux. Alors il y avait monsieur là-bas, et puis après on descendra. Bonjour, Louis Sibyl, je représente Maya qui accompagne les collectivités à saisir l'opportunité de la restauration collective pour accélérer leur résilience alimentaire. Moi j'avais une question par rapport si vous avez mesuré en fait l'impact des légumeries, des conserveries ou de toutes ces unités en fait de transformation pour absorber peut-être le surplus, pour travailler sur le temps et la structuration des filières. Merci. Une tout à fait en bas, s'il vous plaît. Bonjour. Clémence Chastan, Link City. On est une filiale de développement de Bouygues Construction et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on a eu l'occasion de travailler sur des projets d'agropôles, d'écopôles alimentaires, alors plutôt en lien avec les acteurs de l'agriculture rurale, pas urbaine, mais je me posais la question, vous avez évoqué le sujet de l'émergence dans le cadre de cette enquête de différents recours au numérique, et là vous l'avez évoqué à l'instant, l'émergence plutôt de besoins liés à des infrastructures, donc beaucoup plus physiques et peut-être plus ancrées dans les territoires. Et je me posais la question, est-ce que pour le coup, sur ces infrastructures-là, vous avez un avis? Alors là, on est à Lyon, donc on a vu passer des tribunes pour l'émergence d'un marché d'intérêt métropolitain. Est-ce que l'enquête vous a donné l'occasion, comme ça, de sourcer un certain nombre d'initiatives liées à des infrastructures, légumeries, conserveries ou quoi? Et voilà, est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Merci. Je remercie ceux qui garderont au chaud leurs questions dans les ateliers et puis en plénière tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur. Oui, réponse courte. Gaspillage, alors c'est moi mon domaine, hein, donc quantifier, je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, pour l'INRAE, c'est important. Donc j'essaierai de voir s'il n'y a pas des travaux. Il y a certainement des gens dont c'est davantage. Nous, on a surtout vu ce qui nous est remonté, c'est plutôt des initiatives pour limiter le gaspillage. Et au contraire, le donner, le partager, les restaurateurs qu'on donnait au moment du confinement. Enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça. C'est donc dans cette rubrique un peu solidarité, mais je regarderai et je vous invite à me contacter justement pour ça. Et vous avez raison pour les plans communaux de sauvegarde. C'est important, c'est dans la réglementation. En ce moment, je discute avec l'armée qui s'intéresse à la résilience alimentaire, donc en essayant justement de mettre en place des plans régionaux. Donc, en tout cas, et regarde ça de près. Donc, les choses bougent autour de cette notion. Et il y a un Conseil national de la résilience alimentaire qui vient de se créer. Enfin, il y a plein de choses autour de la résilience. Bon, en tout cas, c'est important en effet de regarder ce qu'on a déjà avant de réinventer des choses. Et puis aussi, avec des alliances inédites, comme travailler avec l'armée, je n'avais pas imaginé il y a quelques temps, mais en tout cas, essayer d'avoir des nouvelles discussions autour de ça. Alors, les outils de transformation physique, c'est essentiel. Et en fait, on manque... Alors, on en manque, oui ou non, en fait, on ne sait pas très bien. Justement, ça revient un peu à la question que je disais tout à l'heure, de connaître et maîtriser. C'est pour ça que le RMT porte aussi un projet d'observatoire national de l'alimentation locale. On a commencé en fait à recenser, parce que finalement, on ne sait pas bien, et on le voit dans la reterritorialisation. Alors vous n'êtes pas dans... Je voyais l'exemple à Paris, par exemple, dans la première couronne de Paris, il y a 7 projets de légumerie.
si bien qu'il n'y en aura aucun qui sera viable, parce que c'est trop. C'est là qu'on voit aussi le manque de coordination entre les élus qui veulent beaucoup des territoires ou veulent des légumeries sans penser que forcément qu'il peut y en avoir une à côté ou pas loin, ou des projets pas loin. Mais en tout cas, il y a certains départements qui n'ont plus d'abattoirs. C'est un gros sujet qu'on portait déjà au moment où j'animais le groupe Agriculture Alimentation du réseau rural français. C'était en 2009 à 2011. Enfin, c'est des sujets récurrents, hein, donc du manque d'abattoirs locaux. Et on manque encore plus d'outils de transformation de produits végétaux, où là, il y a très peu de choses. Et on essaie justement, aussi, alors avec les lycées aussi, qui deviennent des pôles intéressants de référence et puis d'appui pour des projets. Et puis en faisant attention quand même, parce que c'est des investissements lourds, donc il faut accompagner les producteurs aussi à gérer ça à plusieurs. Et pourquoi pas à gérer ça avec des non-agriculteurs, des traiteurs, justement, essayer de diversifier pour un portage collectif qui peut être aussi plus rémunérateur et leur permettre de prendre moins de risques. Mais du coup, ça rebondit sur la question des relations humaines. Il faut pouvoir s'entendre. C'est pareil pour les magasins de producteurs, hein. Ça marche très bien quand le groupe s'entend très bien. Mais voilà, il y a cette préparation à l'action et c'est aussi retrouver la coopération agricole, en fait. Hein. Et donc, il y a aussi... et c'est pour ça que je travaille notamment avec des coopératives, par exemple, Ferme de Figeac, hein, avec pas mal de coopératives aussi qui aussi peuvent évidemment sont tout à fait légitimes aussi pour accompagner ce mouvement de relocalisation et essayer de ne pas inventer des choses, de regarder ce qui existe déjà, peut-être d'utiliser les services des COP. Parce qu'elles sont là, parce qu'elles ont un savoir-faire, parce qu'elles ont des outils. Donc, les mines aussi, on travaille avec les mines, qui ont joué un rôle là, pendant la crise. Et notamment, la Fédération justement, nationale des mines a envie aussi vraiment d'être un acteur des circuits de proximité. Donc là, il y a aussi pas mal de relations à reconstruire. Et pour profiter des services du mine plutôt que de réinventer. Hein, dans la reterritorialisation, on a vu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent dépensé à refaire, plutôt qu'à regarder ce qu'il y a sur le territoire et à négocier. Même si c'est difficile de négocier, parce que des fois on n'a pas les mêmes visions, machin, mais il y a aussi des bons exemples où on arrive à collaborer, y compris, et donc les coopératives agricoles, elles sont là, elles font partie justement des ressources disponibles des territoires, et puis en plus, il y en a beaucoup qui sont en projet de diversification, donc c'est intéressant aussi de regarder ça.